Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Toute l'actualité des automobilistes, des usagers des transports, des cyclistes aussi, jusqu'à 20h sur Sud Radio, en compagnie de Pierre Chasseret. Tout de suite, Pierre, on parle de voitures qui, en théorie, je parle bien de théorie, n'auront plus la possibilité de dépasser les 180 km/h, ce qui était déjà interdit avant. Alors, c'était l'annonce de Renault cette semaine. Vous n'avez pas pu y échapper parce qu'elle nous a tous un peu fait rire, soyons francs, cette annonce. Parce que, hormis chez Alpine, véritablement, vous connaissez beaucoup de Renault qui passent les 180 km. Ça aurait pu la passer. Mais certains véhicules chez Renault, Epsilon, sur certaines motorisations, peuvent passer le 180. Mais franchement, quand vous voulez faire de la vitesse, vous achetez une Renault ? Écoutez, moi de toute façon je respecte la limitation de vitesse. Non mais si vous voulez aller sur un circuit ou n'importe quoi, si je vais sur un circuit, c'est pas l'objectif, effectivement, je vous le confirme. On en parle avec Daniel Quérault. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Daniel Quérault. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes le président de 40 millions d'automobilistes, une association que Pierre Chasseret connaît bien, dans la mesure où vous en êtes le patron. Enfin, vous êtes le patron de Pierre Chasseret, en quelque sorte, Pierre. C'est un peu ça. Mais Daniel Quérault, j'ai voulu que vous soyez avec nous ce soir, parce qu'il faut qu'on explique un petit peu ce qui se passe derrière cette volonté de Renault de brider ses véhicules à 180, pour certains autres à 160. Ça sera le cas de la nouvelle berline électrique de chez Renault. Et puis chez Dacia, la Spring, la Dacia électrique, est annoncée avec un bridage à 125 km/h. Et là, ça fait bas quand même. Donc qu'est-ce qui se passe derrière cette volonté de vouloir limiter la vitesse à tout prix ? Alors on se demande quelle mouche a piqué M. Deméo, qui est connu pour avoir une grosse expérience de l'automobile, qui a passé beaucoup de temps chez Seat à développer la Cupra, qui est une voiture qui va vite, et d'un seul coup, en France, on annonce qu'on va brider les voitures à 180. Alors, est-ce que c'est pour faire plaisir à son actionnaire, l'État français, et le contexte particulier de la France? Alors, on sait très bien aussi qu'il n'y a plus personne qui roule à 180 sur les routes et les autoroutes, mais quand vous achetez aujourd'hui une voiture de haut de gamme, vous tournez vers les Allemandes. Pourquoi? Parce que les Allemandes sont bridées en général à 250, voire même Porsche qui va jusqu'à 300. Mais l'art de la voiture de haut de gamme, c'est pas de savoir qu'on va rouler à ces vitesses-là, mais de savoir qu'elle peut le faire. D'ailleurs, vous regardez aux États-Unis où on vend le plus de Ferrari, de Porsche et ces voitures de haut de gamme, finalement, les vitesses sont plus basses que la France. On ne comprend pas très bien. C'est un peu comme si on achetait du caviar, mais juste pour le plaisir de le garder dans son frigo et de le regarder tous les soirs en se recueillant en quelque sorte. Alors parlons après, Daniel Quérault, quand même, de cette vitesse. On parle de 180 km/h, tout le monde le sait, c'est interdit. La vitesse maximale, notamment sur l'autoroute, c'est 130 km/h. Donc d'ailleurs, s'ils avaient voulu vraiment jouer la carte de la sécurité routière, pourquoi ils n'ont pas été jusqu'à brider, pourquoi pas, à 130 km/h ? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi pas 130 km/h? Mais quand vous regardez les Allemands qui respectent les vitesses quand elles sont elles existent aussi, oui. Mais finalement, ils ont leurs voitures qui sont capables de rouler vite. Vous avez conduit des voitures allemandes qui sont capables de rouler à 250 km/h? Moi, j'en ai conduit, je pense vous aussi. Et quand vous êtes dans ce type de voiture, quand vous êtes dans ce type de voiture et que vous devez rouler à 130, vous avez encore un sentiment de sécurité qui est bien plus important, parce que quand vous faites une voiture qui est capable de rouler à 250, tout est calculé pour les freins, la tenue de route. Donc finalement, quand vous avez une voiture de haute gamme, vous êtes sécurisé encore à 130, plus qu'avec une voiture qui a été faite pour rouler à des vitesses beaucoup moins importantes. Parce que ça permet aussi de vous sortir d'un mauvais pas sur l'autoroute, sans forcément freiner, mais en accélérant. Alors après, on le rappelle, ne faites pas ça chez vous, les amis. Est-ce que c'est pas tout simplement la preuve que Renault, Daniel Quérault, est en train d'abandonner aux Allemands le secteur du haut de gamme? Oui, ça donne ce sentiment. Ça veut peut-être dire qu'ils n'ont plus envie de revenir dans le haut de gamme. Ça veut dire peut-être aussi que comme on va passer à l'électrique, vous savez que l'électrique, plus vous roulez vite, plus l'autonomie diminue très rapidement. J'ai regardé tout à l'heure à quelle vitesse roulaient les Tesla. Les Tesla, c'est entre 230 et 250. Moi, quand je prends l'autoroute, on commence à avoir des Tesla. C'est curieux parce que moi, je roule à 130 sur l'autoroute et je double les Tesla qui sont à 120 sur la voie de droite. Donc, on sait très bien que c'est certainement pour aller le plus loin possible, pour éviter d'être obligé de charger sans arrêt. Donc, finalement, on s'aperçoit peut-être qu'on est en train de préparer le coup d'après. Donc, tout ça est une annonce que je qualifierais d'un peu démagogique, qui ne va pas dans le sens de la sécurité pour autant, puisque
on s'aperçoit que les voitures haut de gamme sont extrêmement sécurisées et que les gens ne roulent pas en réalité à ces vitesses-là, mais savent qu'elles peuvent rouler. Puis en fait, Jean-Marie, c'est une mesure qui a plu à personne parce que les ultras, finalement, de la sécurité routière, qui veulent de la sécurité partout, disent mais c'est n'importe quoi, puisque les autoroutes françaises sont limitées à 130, il fallait brider à 130. Et puis les automobilistes lambda, comme vous, comme moi, et rien, puis ils se disent non mais attends. Ou les militants aussi, évidemment, mais c'est vrai qu'ils se sont fait davantage d'ennemis que d'amis pour le coup. Pour le coup, c'est une communication totalement ratée, parce que pour nous, on se dit, mais de toute façon, comme le rappelle Daniel Quérault, il n'y a plus d'usagers de la route à des grands excès de vitesse sur la route. Je rappelle, 180 compteurs, 180 km/h réels, c'est 190, 195. On rappelle d'ailleurs peut-être un point, juste avant de donner la parole à Daniel Quérault aussi, si on parle de 180 km/h, dans le moins pire des cas, et ça reste un mauvais cas, vous risquez combien? 50 km/h de dépassement de vitesse sur l'autoroute Pierre Chasseret? Déjà, est-ce que Jean-Marie, vous savez dire bye-bye à votre permis de conduire? Mais j'imagine, j'ai pas besoin de le faire parce que je roule à 130 maximum quand j'ai le droit. Immobilisation du véhicule. Immédiate. C'est potentiellement derrière votre véhicule sur un grand excès de vitesse qui peut être revendu directement au domaine et dans ces cas-là pour une bouchée de pain. Donc attention, il y a des conséquences qui peuvent être compliquées. Et puis derrière, vous avez une convocation systématique de toute façon devant le tribunal. Donc c'est pas anodin. Et je pense que ça en France, c'est ce qui fait que dans les excès de vitesse, les excès de plus de 50 km/h, tout axe confondu. Tout arrive, on en lit toutes les semaines, mais c'est epsilonesque. C'est moins de 1% de tous les excès de vitesse français. J'ai pas dit moins 1% des usagers, j'ai dit 1% des excès de vitesse, c'est-à-dire rien. Donc on est en train d'enfoncer une porte ouverte au pied de biche, quoi. Daniel Quérault? Oui, c'est d'autant plus incohérent parce qu'on voit que Renault a déclaré qu'il allait continuer d'investir de manière importante en Formule 1. Vous regardez la Formule 1, pourquoi? Oui, mais ils vont les brider à 180. Parce que ça va vite, parce que ça accélère. Donc il y a une incohérence en termes de marketing. Par contre, on peut préciser une chose aussi, Daniel Quérault, c'est que si je ne m'abuse, la marque Alpine, pour le coup, n'est pas concernée par ces bridages dans le groupe Renault. On bride tout le monde sauf Alpine, Oui, effectivement. Mais ce sont les voitures haut de gamme. Ce qui veut dire aussi, pour répondre à Pierre Chasseret, que Renault n'abandonne pas complètement les voitures haut de gamme. Il les abandonne sous la marque Renault, la marque Dacia, on le savait. Dont ils font pas de la sécurité routière, alors. Non, mais c'est pas le problème. Ce que je veux dire par là, je réponds à votre argument. Vous disiez, ils laissent tomber, ils abandonnent aux Allemands le haut de gamme. Ça veut dire qu'ils disent juste, on concurrencera les Allemands uniquement avec Alpine, et peut-être que tout ce qui doit concurrencer les Allemands ne portera plus le nom de Renault. C'est exactement ça, je pense, Daniel. Une Alpine est une voiture de sport, c'est une voiture à faible diffusion. Donc quand vous regardez les Allemands, que je ne vais pas citer, faire de la publicité, vous avez BMW, vous avez Mercedes, vous avez Audi, vous avez toutes ces voitures allemandes qui sont des voitures, je dirais, des berlines, que tout le monde qui a les moyens peut se plier. Ce n'est pas une Alpine. On pourrait comparer cela à Porsche, mais c'est même difficilement comparable. Donc là, ça nous donne une impression d'un peu de démagogie, on ne sait pas pourquoi. Alors il y a aussi un élément qu'on n'a pas souligné, c'est le fait qu'on va mettre sur les Renault un système que nous on connaît bien au Conseil national de la sécurité routière, qui s'appelait le LAVIA, c'est-à-dire qui permet à la voiture de s'adapter à la vitesse indiquée sur les panneaux. Alors là aussi, on est en train de déresponsabiliser un maximum le conducteur. Moi, j'ai testé ça quand j'étais au CNSR. Un jour, on est parti sur la piste. C'est le Conseil national de la sécurité routière. On est parti à Satori pour tester le fameux système LAVIA. J'avais quelqu'un d'un constructeur à côté de moi. On avait le circuit de Satori. Comme la voiture s'adaptait effectivement à chaque panneau, on discutait tous les deux. Et un seul coup, il y a un chevreuil qui a traversé devant. Comme j'étais distrait, j'ai failli me payer le chevreuil. Vous voyez, on est en train de... Ça aurait pu vous arriver aussi dans la vie normale sur une bonne vieille départementale au milieu d'une forêt pas trop loin de Satori, mais ailleurs aussi, parce que c'est vrai que ça peut tout le temps arriver aussi. Il faut reconnaître. Peut-être que vous n'avez pas eu de chance, Daniel Quérault. Non, mais c'est vrai que c'est un distracteur en soi. Déresponsabiliser totalement le... J'entends bien, mais... C'est peut-être le préparer à la voiture autonome aussi. Oui, j'entends bien, mais avec ce raisonnement-là, pardonnez-moi tous les deux, mais je suis aussi là pour vous embêter un petit peu. Dans ce cas-là, on est contre le régulateur de vitesse aussi. Ça déresponsabilise, vous vous endormez. Le régulateur de vitesse est une technique intelligente peut-être sur autoroute, mais quand vous êtes sur un axe secondaire, il faut l'oublier. Parce que le régulateur, sinon vous le changez toutes les 2 minutes. Sauf que quelle est la première cause d'accident sur l'autoroute ? C'est l'endormissement. Et l'endormissement, si jamais vous perdez l'habitude sur 200 km, pardonnez-moi les deux, et je sais que vous êtes d'accord, de modérer votre vitesse parce qu'il n'y a pas trop de monde et que vous êtes à 130, soit vous faites flasher parce qu'à un moment c'est passé à 110 et comme par hasard le radar reste à cet endroit-là, soit vous vous endormez et c'est peut être dramatique. Daniel ? Est-ce qu'avec tout ça, on veut préparer finalement le conducteur
à la voiture électrique et à la voiture autonome. Oui. C'est peut-être un moyen de faire la transition. Pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi pas? Ouais, c'est pas ce que dit le patron de Bosch. Hein. Le patron de Bosch, lui, à l'échelle européenne, il dit très mauvaise idée. La voiture électrique ne pourra pas s'imposer parce que derrière, on a peut-être d'autres technologies, type hydrogène qui commence à monter, type biocarburant qui monte, et là, on n'a rien. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans cette mesure Renault de bridage, c'est plutôt l'argument qui a été employé et qui montre par A plus B qu'en fait, on est dans une certaine forme de démagogie. C'est-à-dire dire on limite à 180 pour la sécurité, ça paraît quand même juste stupide, pardonnez-moi, mais là, il y a Parlons pas de des autres marques d'ailleurs, des autres grands groupes d'automobiles. Volvo avait appliqué quasiment la même politique. C'était un peu différent. Quelle était la différence entre Volvo et Renault? Alors, Pierre Chasseret. la différence de Volvo, c'est que c'est une tendance de fond. C'est-à-dire qu'ils ont toujours voulu être pionniers sur la sécurité routière et que l'argument de Volvo, c'était il n'y aura plus de morts en 2020 à bord d'une Volvo. Voilà. D'ailleurs, ça n'a pas marché. Hein, donc, ça peut pas marcher d'ailleurs. C'était Est-ce que imprudent. Volvo vend plus de voitures aujourd'hui qu'hier? Pas beaucoup. C'est pas parce qu'ils ont bridé leur voiture qu'ils en vendent plus. Donc voilà, on pense qu'il y a un peu de Ils en vendent pas moins non plus, cela étant dit. Et c'est le principe d'une campagne de pub. Il faut quand même le reconnaître aussi. Ils ont pris ce créneau. Voilà, mais qu'un créneau, bon. Oui, donc s'ils sont déjà sur ce créneau et que ça se développe pas, je vois pas ce que vient faire un autre. Il va pas se développer plus, je crois pas. Et les autres marques, est-ce qu'il y en a qui hésitent, par exemple? Tiens, on pourrait faire un comparatif avec des époques anciennes. On peut se souvenir, même moi, quand j'étais petit, d'avoir vu, par exemple, des publicités qui vantaient la vitesse d'une voiture. Ça se faisait encore il y a 25 ans. Vous en aviez notamment une où vous voyez un moustique essayer de s'accrocher à la vitre de la voiture qui accélérait. Et puis le moustique, à un moment, ne pouvait pas suivre le rythme. Alors, et puis il finissait par disparaître. Vitesse et puissance, c'est deux choses différentes. C'est vrai aussi. C'est-à-dire que la puissance du véhicule, ça, personne ne la bridera. Il y aura toujours des moteurs en V6. Et quoi qu'il en soit, la vitesse n'est plus un argument de vente en tant que tel depuis des années. Ça fait mais pourquoi on va chercher Daniel et ensuite Pierre. Les voitures de haut de gamme, pourquoi on va les chercher en Allemagne? C'est bien parce que finalement, même si c'est pas le premier critère, on a le sentiment que savoir que sa voiture est capable de rouler à 250, c'est un critère qui vous pose le standing quelque part. On va aux États-Unis aussi. On en a sous le capot, mais on ne va pas forcément s'en servir. D'ailleurs, on va rarement s'en servir. Le premier critère, malgré tout, pour acheter une voiture haut de gamme, quel est-il, Daniel Quérault? La fiabilité, le design, mais ce qu'il y a sous le capot aussi, c'est important. Oui, bien sûr. Et le prestige de la marque. Puis ça participe à l'image qu'on rend. C'est-à-dire que si demain je vous vends une voiture en vous disant je vous préviens, elle ne va pas au-delà de 125 km/h, on se dit tout dépend de l'usage que j'en ai. On se dit peut-être que niveau freinage, tout ça, ça ne doit pas suivre. Et d'ailleurs, en règle générale, ça ne suit pas. Et pourquoi Tesla affiche justement des vitesses Tesla de 230 à 250 possibles, alors que ça va à contre-courant par rapport à leur capacité d'autonomie. Et ils l'affichent quand même. Ça veut dire qu'ils se positionnent comme haut de gamme. D'une part, et d'autre part, pour montrer aussi que le moteur électrique peut aller aussi vite en théorie que le moteur à essence. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas encore la nouvelle technologie, c'est contre-intuitif quand on n'est jamais monté dans une voiture électrique que de se dire ne serait-ce que la chose suivante, la voiture électrique, elle a un meilleur couple, c'est-à-dire que c'est plus puissant et ça accélère plus vite. Et ça, même quelqu'un qui n'est pas forcément même quelqu'un qui n'est pas forcément un militant acharné d'Europe Écologie et Vert comme Pierre Chasseret, il reconnaît que la voiture électrique, pour le coup, c'est puissant. Merci à vous, Daniel Quérault. Ça va pas très loin, mais c'est puissant. Mais écoutez, c'est déjà ça. Il faut choisir, effectivement. Merci à vous, Daniel Quérault, président de 40 millions d'automobilistes. Vous nous écoutez toujours sur Sud Radio.